Moi, je suis entrée un peu plus tard. Stéphane s'est occupé de l'idée les premières années et faire la transition de 1982 à 2000 parce que tout était papier à l'époque. Ça fait 10 ans, mais on était dans les années 80 dans cette entreprise-là. Tout était rédigé papier. Il y avait... L'avantage était vraiment que si jamais il y avait une attaque nucléaire, ben on serait toujours fonctionnel. on serait papier. Non, mais tu rigoles. Mais en France, en ce moment, on connaît, mais je pense pareil au Canada, beaucoup d'attaques, des cyberattaques. Oui, bien sûr. Notamment sur les hôpitaux. C'est justement. Et je connais des... On a pris le nucléaire, on l'a mis en boîte pour une petite clinique. Donc, ce que ça donne, c'est pas des procédures par-dessus des procédures, c'est des choses vraiment très pratico-pratiques. Oui. Donc, d'abord, implanter l'espèce de culture de sûreté. D'essayer de dire, et c'est là que je suis pas si troublé de voir que certaines provinces mettent tout sous le chapeau de santé-sécurité parce que, personnellement, pour avoir fait la santé-sécurité et la radioprotection, non seulement c'est complémentaire, mais radioprotection, ultimement, c'est de la santé-sécurité. C'est qu'on veut empêcher les gens d'avoir un certain risque, et dans ce cas-ci, c'est un risque radiologique. Fait que moi, je vois pas un problème de faire ça comme ça. Par contre, l'idée, c'est que quand on n'a absolument rien, De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Morin, formatrice et ingénieure, et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé. Sur scène, souvent, on coller le micro au menton. Ouais. Mais ceux-là, là, ça marche pas. C'est trop fort, en fait. C'est l'inverse du carré de la distance. Mais tu sais quoi, Stéphane, ça me fait une super introduction. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du carré, l'inverse du carré de la distance? Pourquoi? Ne serait-ce que simplement que là, on parle de radioprotection présentement. Mais oui. Voilà. Bon, ok, super. Eh ben, on est là parce qu'en fait, je ne sais pas si on va parler beaucoup de radioprotection. En tout cas, c'est le sujet. En tout cas, c'est le fil commun qu'on a, le sujet qu'on a en commun tous les trois. Bien sûr. Alors, oui, merci d'être là. Donc, Manon, Stéphane, je vais vous laisser peut-être juste vous présenter rapidement. Et en fait, je pense que nos auditeurs, avec votre joli accent, vont vite comprendre d'où vous venez. Okay. Ben d'accord. Écoutez, mon nom est Manon Rouleau. Je suis ingénieure physicienne de formation et je fais de la radioprotection depuis plus de 30 ans. J'ai commencé en centrale nucléaire, ensuite dans les volets réglementaires, ensuite en milieu hospitalier. Et par la suite, je me suis spécialisée dans les rayons X, la radioprotection des rayons X. Et j'ai poursuivi mes travaux dans l'optimisation des doses aux patients, un sujet qui m'intéresse énormément. Et depuis 11 ans, nous avons une compagnie en radioprotection. D'accord. Et tu dis nous parce qu'à côté de nous, il y a... Stéphane, donc Stéphane Jean-François, un peu le même parcours, c'est-à-dire on s'est rencontrés en fait en génie physique à l'école polytechnique. Puis après ça, bon, c'est pas lâché, j'imagine. ça a bien fonctionné. Donc, moi aussi, je suis ingénieur physicien, donc, de formation. J'ai commencé, moi, du milieu réglementaire, donc l'équivalent de votre ASN. Nous, c'est la CCSN, donc c'est la Commission canadienne de la sûreté nucléaire. Donc, j'ai commencé là comme inspecteur. J'allais fouiner un peu partout. Commencer à prendre connaissance aux titulaires de permis, les gens qui avaient des hôpitaux, évidemment, l'industrie,
un peu le nucléaire une fois, d'ailleurs, à Gentilly, la seule centrale nucléaire du Québec. Puis après, eh bien, je me suis un peu fatigué du gouvernement, si on peut dire. Et puis, je suis allé du côté du privé, donc la multinationale Merck, donc la pharmaceutique Merck et radiopharmaceutique. Donc, à cet endroit-là, j'étais responsable de la radioprotection. J'étais aussi responsable de la santé et sécurité, incidemment, un peu par défaut, la santé des laboratoires. Je faisais aussi de la sécurité des procédés chimiques. Je faisais aussi de l'intervention d'urgence. Et puis, ils m'ont mis tout simplement par défaut responsable de l'environnement. Donc, je suis allé faire ma maîtrise ou ce que vous dites, votre master. Master. Ben oui, on est en français. On est en France, donc c'est en anglais. C'est un master, bien sûr. C'est ça, on est en France, donc c'est en anglais. Ça fait du sens. C'est logique. C'est logique, voilà. Et puis, j'ai fait ma certification professionnelle qui me permet de travailler aux États-Unis, le Certified Health Physicist, avec l'American Board of Health Physics. Puis... C'est le Canadien qui me fait une petite leçon sur les mots en français, donc que les Français utilisent les mots anglais. Mais les Anglais ne connaissent que l'anglais. Voilà. Donc, les Américains, je devrais dire. Tu l'as fait en Amérique, c'est ça? Oui, absolument. C'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis. L'American Board of Health Physics, c'est aux États-Unis. Puis, justement, évidemment, je me suis certifié là-dedans et Manon et moi avons vraiment réacheté, est-ce qu'on peut dire reprendre? C'est du reprenariat, on appelle. C'est une société, oui, d'accord. Vous avez repris, qui existait déjà. Oui. Okay. Depuis, on a fêté d'ailleurs 40 ans en 2022. L'an dernier, oui. Quand on a repris l'entreprise, elle fêtait ses 30 ans. Ouais. C'est un collègue qu'on connaissait quand même de longue date, qui voulait prendre sa retraite, une retraite bien méritée. Mm-hmm. Puis il cherchait des gens intéressés à prendre le flambeau. Alors, on avait déjà une équipe. Il y avait déjà 3 physiciens avec nous quand on a repris l'entreprise. Moi, je suis entrée un peu plus tard. Stéphane s'est occupé de l'idée les premières années et faire la transition de 1982 à 2000 parce que tout était papier à l'époque. Ça fait 10 ans, mais on était dans les années 80 dans cette entreprise-là. Tout était rédigé papier. Il y avait... L'avantage était vraiment que si jamais il y avait une attaque nucléaire, on serait toujours fonctionnel. on serait papier. Non, mais tu rigoles. Mais en France, en ce moment, on connaît, mais je pense pareil au Canada, beaucoup d'attaques, des cyberattaques. Oui, bien sûr. Notamment sur les hôpitaux. C'est justement. Et je connais des petits hôpitaux, on va dire, de province, qui ont sauvé les infos qu'ils ont pu sauver. C'est des choses qu'ils avaient gardées en papier. Voilà. Ou alors sur des vieux systèmes à bande numérique qu'ils n'avaient pas complètement passé sur le système d'information. Et en fait, on se dit, c'est pas mal, tu vois. Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait à la blague. Remarquez que, justement, le travail pour ramener, comme Manon disait, la compagnie des années 80 et de l'amener aux années 2012, puisque c'est en 2012 qu'on a pris possession, c'était tout un travail. Donc, un système, parce qu'on a quand même pas mal de clients. Radioprotection, c'est le nom de la compagnie. C'est très original et ça fonctionne très, très bien sur Internet. Tu sais comment ce podcast s'appelle? Radioprotection. Oui. Je sais pas, on va s'auto-donner des royalties. Voilà. Je pense que j'y gagne. Mais... c'est bien. C'est bon. Et alors, là, il y a déjà plein d'infos dans ce que vous me donnez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de racheter une société? Alors, parce que, donc, vous êtes mariés, Manon et Stéphane. Vous avez même, vous êtes parents, puisque pas très loin à quelques mètres il y a, alors son prénom? C'est Camille. Camille, qui est votre seconde fille qui vous accompagne ici. C'est la troisième. Ah, c'est la troisième. C'est la troisième. C'est la Benjamine. Bon, OK. Bon, Camille, on compte sur toi pour radioprotection. Ça, c'est un message qui est enregistré pour la postérité. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné, il y a 10 ans, envie de racheter une société, de vous lancer? Vous aviez... vos carrières salariées respectives, et puis vous lancez à 2, c'est un sacré... Alors peut-être Stéphane, tu t'es lancé d'abord et après maintenant tu as rejoint l'aventure? Oui. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a différents aspects. Le fait d'avoir son entreprise, c'est un défi, premièrement. C'est un défi. J'ai toujours aimé bâtir des projets de zéro, puis les amener... les amener à une vitesse de croisière intéressante. Puis, normalement, quand je me rends là, j'aime ça, de nouveaux projets. Fait que pour nous, de prendre ce défi-là, c'est intéressant. Mais puis, il y avait aussi la liberté.
Une entreprise, ça vient avec beaucoup de liberté, beaucoup de contraintes et de risques, mais ça vient aussi avec beaucoup de liberté dans nos choix de carrière. Assister aux conférences qu'on aime, aller où on a le goût d'aller, oser prendre des nouveaux projets, être un peu différent, puis avoir moins de carcan, je dirais. Et donc, tu as rejoint Stéphane un peu après? Oui. C'est ça? Combien de temps après? C'est 5 ans à peu près, parce que j'avoue qu'à l'époque, j'avais un projet super intéressant que j'adorais. J'étais sur une équipe provinciale. Je pilotais l'optimisation des doses en CT, en scanographie ici. Ça fait qu'on faisait vraiment la tournée de tous les hôpitaux, puis on éduquait on éduquait les gens à l'optimisation et c'était intéressant parce que ça a bien fonctionné. C'était rassembleur. J'allais chercher les meilleurs de chacun des hôpitaux de la province. J'avais accès aux meilleurs experts et on faisait quelque chose d'utile pour la société. C'était un projet spécial et puis au bout de quelques années, je ne sais pas en France, mais ici, des fois, les projets spéciaux, ça se termine. Ça se termine. C'est comme ça la vie. Donc, tu as rejoint Stéphane. Et toi, Stéphane, qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap? Parce que tu as été le premier de la famille. En fait, moi, c'est vraiment plus pragmatique. C'est que tout simplement, Merck a décidé de fermer. Ça fait que ça nous oblige un peu, ça donne un coup de pied au derrière. J'avais déjà une petite compagnie de formation, donc c'est vraiment ma passion, la formation, la communication. C'est que j'admire vraiment ce que tu fais, Stéphanie, là, dans cette optique-là. Donc, j'avais là une compagnie de formation. On avait commencé un petit truc qui s'appelait Gamma Sapiens. Puis c'était tout simplement... ça, c'est bien français. Oui, non, c'est ça. Voilà. Puis, donc, j'avais commencé à avoir de la formation. Donc, si on veut, ce qu'on appelle aux États-Unis, on appelle ça moonlighting, c'est-à-dire qu'on travaille en même temps que notre travail, c'est-à-dire que les espaces... Oui, c'est ça. Ouais. En fait, tout simplement, lorsque tu avais congé, tout ça, tu t'investissais. Moon, quelque chose, ça en lien avec la lumière, moonlighting, la nuit. Moonlighting. Tu bosses quand tu es éclairé par la lune. C'est ça, exactement. Le soir, la nuit. C'est ça. C'est exactement l'expression américaine pour ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait quelques contrats. Évidemment, les contrats s'accumulaient. De plus en plus, la demande, l'appréciation était là. Et puis arrive l'annonce fatale que, voilà, les Américains rembarquent la compagnie. C'était un centre de recherche, c'était un centre de radiopharmaceutique. C'était aussi de la production pharmaceutique, donc c'était un complexe d'environ 3500 personnes. Ils décident tout simplement de fermer. Donc, Montréal devenait à ce moment-là une aile commerciale de la grande multinationale, sans recherche, sans production. Donc, je me suis trouvé devant justement le choix. Est-ce que je retourne à mes premières amours, la réglementation? Ou encore, on a une offre sur la table et on s'est lancé, tout simplement. Et puis, ça a quand même assez bien marché. Au Canada, on est quand même, on parle de 38 millions d'habitants, grosso modo. Oui. La communauté de radioprotection, c'est comme probablement en France aussi assez tissé serré. Mm-hmm. Donc, on se connaît partout, on se côtoie assez souvent. J'ai été président de l'Association canadienne de radioprotection. J'ai eu quelques prix et ainsi de suite. J'ai fait partie, justement, puisque ce sont mes amours, du comité de communication. Évidemment aussi, on a fait, Manon et moi, tout ce qui s'appelle congrès. Donc, lorsque le congrès de l'Association canadienne de radioprotection venait à Montréal ou voulait venir aux alentours de la province de Québec, eh bien, on les accueillait avec plaisir à bras ouverts. Et comme on a mentionné aussi, j'ai été pendant au moins 10 ans éditeur en chef du bulletin, la revue de l'Association canadienne de radioprotection. Donc, ça me tenait occupé et bien sûr, ça avait une certaine visibilité. Et ce que vous ne pouvez peut-être pas comprendre, peut-être en France, c'est la barrière de la langue. C'est-à-dire que vous êtes quand même assez versatile. Bon, on baragouine peut-être l'espagnol, on baragouine un peu d'autres langues parce que vous êtes entouré de pays. Le Canada, c'est côtoyé, c'est en frontière directe avec les Américains, les grands qui prennent la place. Et ce que ça crée un certain vacuum, une certaine aspiration vers l'anglais.
Et comme vous le savez peut-être, les Québécois sont très, très sensibles à la langue française, même si on a un accent, oui. Mais c'est peut-être nous qui avons un accent, en fait. Hein? En fait, on est tous l'accent de tout le monde. Voilà. On est du bon, coup, ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? On est tous l'accent de quelqu'un. Oui, bien sûr. On Alors, c'est là que je dis du coup. Le pro de du coup. Du coup, c'est là que je dis du coup. En fait, du coup. C'est ça. Du coup, on est assez protecteur et ce qui a fait le succès de Radioprotection, c'est qu'on opérait en français et qu'on pouvait aller en anglais. Donc, on avait cette versatilité. Et à ce moment-là, les contrats, je dirais, en milieu francophone, ben, on avait une certaine barrière, une certaine protection naturelle. C'est vraiment ça. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la langue française, c'est presque pas, enfin, je sais pas si on peut dire un argument commercial, mais ça a été une force parce que vous êtes une des rares sociétés à pouvoir faire les choses en français, mais vous êtes bilingue, donc vous le faites aussi en anglais. Voilà, et ça, c'est de toute façon obligatoire pour le reste du pays. C'est un peu normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Mais votre spécificité, finalement, c'est de pouvoir le faire en français. C'est ça. Fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et peut-être maintenant, je pourrais parler de la spécificité en général de Radioprotection. Mais en fait, Radioprotection, en termes d'équipe, d'experts en radioprotection, on est la plus grande équipe au Québec. Parce que quand vous avez racheté, il y avait 2 physiciens, il y avait 3 physiciens. Et maintenant, l'équipe au total, elle est de combien? On a 8 physiciens avec nous. Puis là, plus 2 personnes en admin. On a, ils sont assez essentiels. Oui, absolument. Assez centraux. En fait... donc, ça fait une douzaine, c'est ça? Je vous ai une dizaine, plus une stagiaire. Et puis, on essaye d'engager. On est encore... Avis à tous. Oui. Avis à tous. On engage. Même les Français. Oui, surtout même. Parce qu'on apprécie beaucoup votre rigueur, on apprécie beaucoup votre expertise. Absolument. La dernière personne qu'on a engagée a fait son master à Dijon. Oui, on dira pourquoi Dijon est important pour cet épisode. On va en parler après. C'est bien. Alors, on parlait d'équipe. On parlait d'équipe, c'est ça. L'équipe a grandi, puis on a besoin, on a de plus en plus de demandes, alors on a besoin de l'agrandir encore. Mais au niveau des services qu'on offre, on est aussi au Canada. La compagnie qui offre la plus vaste, la plus large gamme de services en radioprotection sous le même, la même entité, exactement, la même adresse, la même entité. Médical, industrie, oui, nucléaire aussi. Nucléaire, on pourrait conseiller, mais on n'a pas assez de main d'œuvre pour. Parce qu'une de nos forces, c'est qu'on est diversifié. On travaille dans tous les secteurs. On a quand même. Je dirais au moins 3000 clients. C'est quand même... mais ça nous donne une expérience, puis une visibilité, ou une connaissance. Oui, puis une connaissance des milieux qui est non négligeable. Et puis, même pour... Je vais donner un exemple. Pour un hôpital, on a besoin de services en contrôle de qualité en rayon X, de l'étalonnage des équipements, des calculs de blindage, des fois même du support comme responsable de la radioprotection temporairement ou un service. C'est ça, mais oui. Le service 24 heures. Alors, tu sais, on offre tout ça. Une astreinte, vous avez des gens... quand tu dis un service 24 heures, c'est 24 heures sur 24? Ça, oui, c'est une ligne d'urgence. Donc, vous avez des astreintes au sein de l'équipe, des gens Oui. D'accord, ok. Et est-ce qu'on fait au Canada, comme en France, bien la différence entre la radioprotection du patient et la radioprotection des travailleurs? Est-ce que c'est deux fonctions différentes, 2 types d'études différentes? C'est Stéphane et moi. Non, c'est pour ça qu'on se complète bien. Manon a bien mentionné, elle parlait de radioprotection, sa passion, c'est la radioprotection des patients. Moi, c'est les gens qui sont devant les patients. Okay, donc, on se complète. Vous autant dans les rayons X que dans le nucléaire, c'est vraiment cette approche-là, les deux. Ouais, voilà. OK. Et quand tu disais physicien tout à l'heure, est-ce que le terme... en France, quand on va dire physicien, par défaut, c'est physicien médical. Mais finalement, moi qui ai un diplôme d'ingénieur et un master, une licence, comment tu dis? Une maîtrise. En physique, je peux aussi dire je suis physicienne, mais j'évite de le dire parce que souvent, les gens me disent « Ah, tu es physicienne médicale », tu vois, sous-entendu. Voilà, Est-ce que quand tu dis physicien, toi, au Canada, ça veut dire physicien médical ou ça veut dire physicien parce que tu as fait des études de physique
C'est pas ta déformation du côté réglementaire? Il y a le mot physicien, oui, hein, ben c'est ça. Hein? Je vais... Au niveau de la loi, ton point est bon, au niveau de la loi québécoise, oui, dans la loi, pour les vérifications, on réfère aux physiciens, sans préciser physicien médical, physicien ou toute personne qui a les compétences. D'accord, c'est peut-être moins fermé. C'est moins fermé. Puis, ultimement, les gens qui font de la radioprotection, on va dire en milieu hospitalier, parce que si on sort si on va plus en industrie, les backgrounds peuvent être encore plus variés, mais en milieu hospitalier, ça va être soit des ingénieurs, soit des physiciens ou des physiciens médicaux. D'accord. On va avoir les trois. Dans notre équipe, nos gens, leur titre, c'est physicien en radioprotection. Bon, on a réglé un peu le cas. Non, on a tout simplement réglé le cas. Mais il y a effectivement des gens de Dijon qui ont justement ce background médical. On a des gens, en fait, 2 personnes qui ont un background médical. De physique médicale, oui. Physique. Parce que pour moi, ultimement, un physicien, c'est quelqu'un qui fait de la physique. Donc, nécessairement, Einstein, je ne sais pas s'il faisait de la physique médicale, mais certainement, c'est un des grands physiciens. Ou Marie Curie. Peut-être quand même dans les traitements et tout, quand même. Oui, mais elle n'avait pas le titre. Non, c'est ça, voilà. Bon, on va réhabiliter le terme de physicien, c'est vrai. Ouais, on va assumer. Puis ingénieur aussi, parce qu'on a 3 ingénieurs. Exactement. Nous, on a fait quand même justement ce pari-là. Et d'ailleurs, ce commentaire qui a été accepté par le dernier code dont tu vas mentionner. Dont je vais parler tout à l'heure, oui. C'est ça. Donc, le code 30 sur la dentisterie. La radioprotection en dentisterie, on a vraiment changé le terme physicien médical à l'intérieur pour expert en radioprotection, pour être certain d'englober tout le monde, je pense que c'est la mode, inclusif. Ça doit être la mode un peu partout, donc pour être inclusif. Voilà. Non, exactement. Ouais. Donc, c'était quand même un peu cet aspect-là, mais c'était aussi pour reconnaître vraiment le fait que si tu es expert en radioprotection, je ne vois pas pourquoi je devrais commencer à préciser ou faire carrément des silos, dire « Ah, t'es là-dedans ». Ouais. Parce qu'il y a quand même aussi, historiquement, une chasse gardée. Certaines personnes désignaient « Ah, ben là, c'est seulement un tel ingénieur, ainsi de suite ». On essaie à ce moment-là de, peut-être pas de démocratiser, mais au moins de dire « si tu es expert, montre-le ». Évidemment, avec... L'important, c'est l'expertise. C'est pas le titre. Ah, c'est bien. Mais ouais, je pense que, tu vois, finalement, peut-être que mes questions révèlent aussi la mentalité ou la façon de faire qu'on a en France, où on est très attaché au titre, même si on essaye de se libérer de ça. Mais... il y a une certaine hiérarchie, il y a une certaine... Oui, on le conçoit et on le comprend très bien. C'est culturel, j'imagine. Ce qu'on essaie de faire à l'inverse, c'est justement de se dire, t'es bon, vas-y, montre-moi. Tout Alors là, je vais dire, j'aime ça. Comment dire, tu vois, je veux devenir bilingue. C'est bien. Et alors, j'ai une dernière question après. J'ai plein d'autres questions, mais est-ce que au Canada, il y a la notion de PCR, de personne compétente en radioprotection? Est-ce qu'il y a l'équivalent? Oui, c'est la responsable en radioprotection, la personne responsable en radioprotection, un RRP, ou en anglais, on va dire RSO. Radiation Safety Officer. Radiation Safety Expert, il y a les... Non. En fait, donc ça, c'est aux États-Unis. Ce terme-là vient des Américains, justement. Ça a commencé avec le Campus of Radiation Safety Officers. C'est vraiment le CRSO, c'est venu des universités, des grandes universités. On ne les nommera pas pour dire Harvard, pour dire Yale, pour dire toutes les super universités américaines. Ça a commencé un peu là en médecine, ça a commencé aussi en recherche en général. Ils ont commencé CRSO, Radiation Safety Officer, puis le Campus Radiation Safety Officer a commencé à s'organiser. Et après ça, ils ont un peu peut-être exporté le terme, mais de notre côté, on a eu assez facilement, parce que c'est une frontière assez poreuse entre le Canada et les États-Unis. Donc, à ce moment-là, ils ont tout simplement on a importé le terme RSO, puis on l'a traduit, et adopté, oui, le terme RSO, puis en français, ça donne responsable de la radioprotection. Ça fait que le mot est important parce que c'est la personne qui est associée à ce qu'on appelle le titulaire de permis ou le propriétaire de l'entreprise ou du permis. Donc, c'est quand même un terme assez important là, pour nous. D'accord. Qui vient avec des responsabilités quand même. D'accord. Ouais. Peut-être ça serait intéressant
sur un autre épisode de bien voir la différence parce que finalement en France, on est conseiller en radioprotection et on a une responsabilité de conseil, mais finalement pas d'exécution derrière. C'est le responsable de l'activité nucléaire qui va être responsable. Mais bon, ça serait intéressant. On pourra discuter. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Je trouve ça intéressant. Donc maintenant, tu vas parler tout à l'heure devant un grand auditoire. Et en fait, parce qu'on enregistre cet épisode aujourd'hui, on est... Pardon, j'en perds ma voix. On est à Dijon. Donc c'est pour ça que... tout à l'heure, vous mentionnez que vous aviez recruté quelqu'un qui avait fait son master à Dijon. Et c'était le petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui, on est à Dijon. C'est la Société française de radioprotection qui fait son congrès, donc 3 jours. Oui, et donc tu interviens, tu fais une présentation sur quoi? Je vais présenter les défis associés à l'implantation d'une nouvelle norme de radioprotection en dentisterie. D'accord. Des défis canadiens et québécois. Parce qu'il y a des... Si on peut résumer rapidement, on est une confédération avec 10 provinces, 3 territoires et un gouvernement fédéral central. Et il y a des responsabilités qui sont réparties entre les provinces et le gouvernement fédéral. Alors, ça complique un peu la réglementation des rayons X en particulier. On a nos rayons X, tout ce qui est importé au Canada, tous les critères pour avoir des appareils à rayons X, c'est défini par le fédéral, mais toute l'utilisation, toute la disposition est encadrée par les provinces. Alors, on se retrouve avec une panoplie de lois et règlements dépendamment des territoires et ça pose des enjeux pour uniformiser la culture de radioprotection. D'accord. Et il y a vraiment des différences entre provinces? Oui. Notables? Ouais. Je peux donner deux exemples. Ouais. On va dans les extrêmes. Au niveau de l'île du Prince-Édouard, ils ont abrogé leur réglementation en radioprotection en 2016. Et tu veux dire abrogé, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. D'accord. C'est intégré dans le... En fait, la nuance, c'est qu'ils ont une loi sur la santé et sécurité au travail, mais nulle part dans la loi, le terme radioprotection ou quelque chose qui réfère à la protection associée aux rayons X, aux matériaux... Comme tout autre risque, finalement. Tu dois prendre le risque rayonnement ionisant comme le risque thermique, le bruit. Il n'y a pas une section spécifique là-dessus. Ça fait que ça a été... la responsable de la radioprotection est revenue de ses vacances et c'était abrogé. C'est la vie. C'est comme ça. Et à l'inverse, on a le Manitoba qui ont complètement révisé toutes leurs lois et règlements en radioprotection. Ils les ont mis à jour avec les nouvelles normes et ils sont en train de... Tout est rédigé. Ils sont en train de travailler sur l'implantation. Puis les nouvelles normes canadiennes, comme celles sur la dentisterie, elles sont déjà intégrées. Ils sont déjà en train d'en amener l'application au quotidien dans leur province. On a vraiment les extrêmes au niveau du spectre. Combien tu disais qu'il y avait de provinces? On a 10 provinces, 3 territoires. OK. Et donc, vous avez un spécialiste de la réglementation qui connaît la réglementation, les codes, les textes des 10 provinces au sein de radioprotection. C'est toi, Manon, qui fais ça? Un petit peu. J'ai fait partie pendant quelques années du comité fédéral, provincial, territorial en radioprotection quand je travaillais pour les autorités provinciales. Ça m'a amené à côtoyer les responsables de autant fédérales que de chacune des provinces, puis à développer un réseau aussi. Puis, Stéphane le disait, c'est une petite communauté, la radioprotection. Ça fait qu'on finit par tous un peu se connaître ou d'être en mesure d'entrer en contact par des connaissances communes. Mais j'avoue que j'ai toujours un intérêt pour la compréhension de la réglementation. Alors, oui, quand il y a des questions là-dessus, c'est souvent à mon niveau. Mais pour les rayons X,
à tout le moins, parce que pour les radioisotopes, je te confierais plus le mandat. Oh, je le prendrai de toute façon. Vous êtes vraiment complémentaires. Chacun son terrain de sable. Son carré de sable. Oui. Donc cet après-midi, tu fais, on est jeudi, 15 juin, c'est ça? J'ai plus trop la date exacte en fait. Donc tu fais une présentation sur cette nouvelle réglementation. Oui. Et est-ce que tu l'as fait au titre de la Société Radioprotection ou alors au titre de la Société canadienne de radioprotection? Principalement l'Association canadienne de radioprotection, mais aussi radioprotection parce que j'étais impliquée. On est membre corporatif. On est membre personnel, on est membre corporatif. Je pense que vous avez clairement ce même concept ici à la SFRP. C'est-à-dire qu'on est, la compagnie elle-même est membre corporatif de l'Association canadienne de radioprotection, ce que vous appelez sponsor, commanditaire, et aussi membre. Donc, littéralement, on a quand même certaines possibilités de rejoindre des membres et ainsi de suite. Et aussi, personnellement, nous sommes membres, je dirais, comme humains. Comme individu. Comme individu. Puis, de par d'autres associations, on est aussi impliqués. Tu sais, le Code 30 prend beaucoup de place au Québec présentement. J'ai été impliquée, j'ai représenté l'association sur le groupe de travail pour la nouvelle norme. Et maintenant que la norme est en vigueur, sur une association provinciale, je préside le groupe de travail sur l'implantation du volet contrôle de qualité, assurance qualité pour les experts en radioprotection. De la même façon, dans le cadre de nos mandats professionnels, on a une belle collaboration avec l'Ordre des hygiénistes dentaires pour plusieurs qui veulent. En fait, oui. C'est un peu aussi notre fierté. Une de nos missions, un peu, c'est d'être une référence, si vous voulez, en radioprotection. Puis, c'est quand même la fierté quand on voit que les autres professionnels viennent s'adresser à nous pour justement les conseiller, pour justement monter un programme, et ainsi de suite. Former leurs membres. Donc, ça, c'est vraiment, là, qu'on a les chiro, on a les podiatres, on a les hygiénistes dentaires. Ça fait que ça commence à prendre forme, cette volonté-là, les vétérinaires au début aussi. Oui, donc, ça, c'est quand même un gage de confiance qu'on accepte volontiers. D'accord. C'est, dans le fond, pour ce qui est du Code de sécurité 30, cette fameuse nouvelle norme, on est impliqué avec différents chapeaux à travers différentes organisations. Alors, c'est difficile de dissocier les uns des autres. mais la force ici, c'est qu'on a réussi à vraiment capturer l'essence de la radioprotection qu'on utilise surtout en radionucléide et on l'a appliqué vraiment au milieu dentaire. Donc, ça paraît drôle de dire ça, mais on a vraiment appliqué le concept de manuel de radioprotection, l'ensemble de procédures qu'on retrouve surtout, on ne se le cachera pas, dans le milieu radioisotopique, parce que un peu, je vous dirais, la géométrie variable dont Manon parlait en rayon X, on l'observe aussi entre rayon X et radioisotope, donc nucléaire, si on peut désigner ça comme ça. Et radioisotopes, ils sont assez forts. Ils ont les moyens, c'est fédéral, cette juridiction, alors que la plupart des rayons X, comme Manon le mentionnait si bien, c'est provincial ou territorial. Donc l'idée, c'est que vous avez à géométrie variable différentes approches. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a pris le nucléaire, on l'a mis en boîte pour une petite clinique. Donc, ce que ça donne, c'est pas des procédures par-dessus des procédures, c'est des choses vraiment très pratico-pratiques. Oui. Donc, d'abord, implanter l'espèce de culture de sûreté. D'essayer de dire, et c'est là que je suis pas si troublé de voir que certaines provinces mettent tout sous le chapeau de santé-sécurité, parce que, personnellement, pour avoir fait la santé-sécurité et la radioprotection, non seulement c'est complémentaire, mais radioprotection, ultimement, c'est de la santé-sécurité. C'est qu'on veut empêcher les gens d'avoir un certain risque, et dans ce cas-ci, c'est un risque radiologique. Fait que moi, je vois pas un problème de faire ça comme ça. Par contre, l'idée, c'est que quand on n'a absolument rien, il faut commencer quelque part. Identifier les risques. Et dans le cas de la dentisterie, on sait qu'il y en a d'autres.
C'est pas le petit rayon X qui va nécessairement faire mal aux gens. À la limite, essayez de ne pas stériliser un instrument de travail. Vous allez voir que ça va vraiment causer beaucoup d'effets. Donc, c'est un peu cette approche-là qu'on essaie d'implanter, c'est de dire, oui, on est radioprotection, on est spécialiste là-dedans, mais j'aime bien voir l'ensemble des risques. J'aime bien mettre aussi la contribution au travailleur puis l'amener juste un petit élément de radioprotection à la fois, juste essayer de le faire cheminer là-dedans, puis à ce moment-là, d'être capable de faire vraiment la part des choses. Parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais nos amis réglementaires de radionucléides sont très sévères. Donc, ça donne lieu à beaucoup de procédures, beaucoup de vérifications, et ainsi de suite. Et à l'inverse, quand on n'est pas sévère, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Bien, au bout du compte, le travailleur a quoi? Une très grande obligation d'un côté, moins d'obligations ailleurs, mais doit faire quand même face à l'ensemble des obligations. Fait que moi, j'essaie, entre autres dans l'industrie, puis on a fait cette expérience-là dans l'hygiène dentaire, c'est tout simplement de dire, ben voici, on fait partie d'un risque parmi tant d'autres. Votre travail, c'est de le quantifier, c'est d'évaluer de façon relative, ben, est-ce que ce que tu fais est juste assez bon? Est-ce qu'on est capable de faire ça et de le faire bien? Donc, c'est un peu cet élément-là. Puis je pense qu'on a quand même réussi là, à ce niveau-là. Quand même de faire ça, Je te voyais réagir, mais ben, c'est parce que tu parles de santé-sécurité, c'est ton volet travailleur. Le fait d'avoir une réglementation qui est différente, qui est propre au rayon X, on s'entend que c'est au Québec, puis dans plusieurs autres provinces, c'est le volet clinique. Alors, il y a toujours, même si des fois c'est léger, il y a toujours un aspect protection du patient qui est inclus, alors que dans la santé-sécurité, on est vraiment dans la protection des travailleurs. Pour moi, je trouve que c'est plus complet de l'avoir séparé. Le danger, par contre, c'est de négliger les autres risques. Parce qu'il y a aussi un danger pour le patient si on ne stérilise pas un outil. Mais c'est quand même centré au patient quand même. Si on ne stérilise pas, c'est quand même... Oui, mais ce n'est pas dans la santé-sécurité. C'est pas dans la réglementation de santé-sécurité. Ben ça, je pense qu'on gagnerait. Parce que la biosécurité, c'est quand même ça aussi. Fait que faut voir effectivement. Parce que je comprends effectivement le volet patient. Je comprends absolument le volet patient. Puis je suis moi-même un patient de fois de temps en temps. Fait qu'on aimerait bien qu'on essaie d'optimiser toutes les doses et ainsi de suite. Mais du côté justement rayon X, du côté surtout dentaire, bof. Ça dépend. Ben, ça dépend. En TVFC, je suis moins d'accord. Il n'y a pas beaucoup de doses. Pour être franc, là, on est vraiment dans la très faible dose. C'est vraiment cet élément-là. On vous sent passionnés tous les deux. C'est rigolo. Parce qu'en fait, on a des discussions complètement tout le temps là-dessus, ça c'est sûr. Oui, voilà. Parce que, alors, forcément, les auditeurs vous entendront, ne vous verront pas. Mais à un moment donné de la discussion, en fait, vous vous êtes tournés l'un vers l'autre et en fait, alors moi j'adore. Hein, du coup, oui, mais ça sûr, veut dire que vous vous êtes mis à discuter ensemble et c'est parfait parce que voilà, c'est un débat, je pense, qui intéresse tout le monde. Comment vous le vivez de travailler ensemble, d'être sur le même champ de compétences? Donc vous êtes mariés, vous avez la même boîte, vous travaillez sur le même field. C'est toujours aussi animé là les débats? C'est l'enfer. C'est ce qu'on dit, c'est l'enfer, non? Ben, je reprendrai le terme de Steph. De Stéphane, on a quand même nos carrés de sable, on a nos champs d'expertise, on se complète. Autant dans la gestion de l'entreprise que dans la gestion de la radioprotection ou dans les mandats. On a chacun nos forces, puis c'est de travailler à les... excusez-moi. C'est de travailler à les mettre en valeur. Puis, de toute façon, moi, je suis un très mauvais gestionnaire de bureau. Je suis quelqu'un de terrain. Donc, à ce moment-là, ça me fait absolument plaisir d'avoir quelqu'un de compétent, d'expérimenté pour vraiment me manipuler un peu. Ainsi de suite. Non, mais sérieusement, on a quand même effectivement deux rôles différents. Ouais. Donc, moi, j'essaie de développer un peu certains éléments sur le terrain et tout ça. Manon aussi sur le terrain quand même. Mais c'est ça, on a chacun effectivement nos différents. On choisit nos mandats. Puis, il y a des fois, on fait de la formation ensemble, notamment pour l'ordre des hygiénistes dentaires. On le fait couramment. Puis là, c'est encore une approche très complémentaire. C'est pas...
C'est pas morcelé ou c'est pas une compétition, c'est vraiment... Et est-ce que des fois, vous arrivez vraiment à fermer la porte de l'entreprise et vous rentrez à la maison? Et c'est un sujet oui, ben on a appris à le faire. On a appris à le faire. Est-ce que les 3 demoiselles vous ont aidé à vous apprendre à ça ou Ben, on n'avait pas... la première demoiselle est une femme, une jeune femme maintenant. Donc une professionnelle elle-même. Donc, ça fait seulement 11 ans qu'on est au sein de Radioprotection. Fait qu'on n'avait pas nécessairement cet enjeu-là, mais oui, on essaie le plus possible parce qu'avant, évidemment, et ça, Manon dit que c'est intéressant, on a une certaine latitude, mais ça vient un peu comme disait l'oncle de Superman, « With great power come with great responsibilities ». Donc, vraiment, avec des grands pouvoirs, ben on a aussi de grandes responsabilités. Ça fait qu'on pense tout le temps, évidemment, premièrement, aux 10 familles qui sont avec nous, parce que c'est pas seulement des humains, les professionnels qui sont avec nous, c'est vraiment des familles, c'est vraiment des cousins, cousines qui sont en même temps, qui sont contents de faire ci, de faire ça. Donc, on pense à ces familles-là, puis on essaie, évidemment, d'amener le meilleur de nous-mêmes. Ça fait que ça nous arrive souvent d'être la fin de semaine au bureau, de devoir et ainsi de suite. Remarquez que présentement, je fais pas grand-chose. C'est-à-dire que j'aime bien Dijon, j'en profite. Excellente bouffe, excellente compagnie. Excellente conférence. C'est ça, excellente conférence. Merci de la SFRP. Voilà. Nous avoir réunis dans cette jolie vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprécie vraiment de la SFRP, c'est l'aspect convivial. C'est vraiment, c'est un peu cliché, les fameux cousins. Donc, on se considère vraiment cousins, puis on est vraiment avec des personnes vraiment sympathiques, des personnes aussi passionnées que nous, d'après ce que je vois, les échanges qu'on voit dans l'assistance et tout. On apprécie beaucoup et on apprécie aussi la qualité des présentations. On a mené nous-mêmes, on a monté au moins 5 congrès, dont on a invité la CIPR à venir et ainsi de suite. Donc, on essaie de relever les gens aussi de la SFRP aussi, les premiers contacts. Ça fait on remercie particulièrement les Yann, on remercie les Jean-François, on remercie toutes ces personnes-là, Bernard Le Guen, qui n'est pas ici aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes-là qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts, là, vraiment. Et on ne pouvait pas, de toute façon, égaler. On a bien sûr eu un bon geste d'hospitalité très québécoise à la capitale, à Québec. La vieille capitale qui n'est pas si vieille à comparer à ce qu'on voit en Europe. Donc, on parle de 400 quelques années, pas tellement plus. Puis après ça, vous nous avez abandonnés. Ça, c'est ce qui se passe finalement. C'est un peu ce qui se passe. Et en échange, nos amis de la SFRP, ben, qu'est-ce qu'ils ont présenté? La petite fille de Marie Curie. Fait que comment on peut battre ça? Est-ce qu'on peut battre ça? Je pense qu'on peut pas battre ça. Là, tu parles de la SFRP 2018. Voilà, 2019. 2019, à La Rochelle. 2019, juste avant la pandémie. Voilà. Oui. On a eu la petite fille de Marie Curie. C'était fantastique. On peut pas battre. C'est un des souvenirs, je pense, personnellement, alors une dame âgée, mais j'ai trouvé d'une énergie, d'une lucidité incroyable qui porte les jeunes. Et d'entendre parler de sa grand-mère et de voir touchant, le travail, justement, le travail avec Pierre, Marie, et ainsi de suite. C'était quand même intéressant de voir ça. Il n'y aurait pas Marie s'il n'y avait pas eu Pierre. Moi, j'ai retenu ça. C'est ce que j'ai compris, quand on regarde ça, parce que c'est ce que j'ai compris. Finalement, Pierre l'a poussé quand même. Il a dit non, pas sans elle. Puis ça, j'admets que pour l'époque, c'est quand même chapeau. Oui, parce qu'Einstein n'a pas eu cette grâce-là, non. Madame Einstein, on ne sait même pas, en fait. Ben, il y en avait une, puis elle participait à la rédaction de ses papiers, mais ça ne se faisait pas que son nom apparaisse. Non, moi... C'est pour ça que je la laisse parler, si tu remarques. Je n'osais pas aborder le sujet. J'ai appris très vite. J'ai appris très vite. Bon, super. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir. C'est un super moment. Donc, si on veut vous contacter, on répète qu'il y a du boulot au Canada. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est sur le profil LinkedIn. Oui, LinkedIn. Puis vous avez évidemment radioprotection.qc.ca, tout simplement. QC pour Québec. CA, je vous laisse deviner. Bonne fin de séjour à Dijon. Merci. Merci de l'opportunité. Puis à très bientôt. Merci. Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir.
Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie@formation-radioprotection.fr. Je suis Stéphanie Morat et je te dis à très vite.